Chapitre 1er. La dialectique du comportement animal comme devenir de la certitude sensible. Paragraphe 2. Données phénoménologiques et données réelles. Hegel commençait la genèse de la conscience dans la phénoménologie de l'esprit par la certitude immédiate de l'objet singulier donné comme tel à l'intuition. Il est clair qu'un donné de ce genre n'est immédiat que de manière toute relative. Le ceci visé dans la certitude sensible est déjà un objet et implique en tant que tel une forme d'intentionnalité qui n'a pu apparaître que par un long processus de constitution. La dialectique conceptuelle n'était pas capable de préciser le mouvement vécu au niveau proprement sensible que Hegel avait pourtant confusément deviné dans les leçons d'Iéna. C'est ici que se démontre la supériorité de la méthode intuitive telle que Husserl l'a pratiquée. La pure description du vécu a permis d'expliciter pour la première fois les significations constitutives de l'objet sensible comme tel. La chose donnée dans la perception antéprédicative implique déjà les moments de la qualité, la spatio-temporalité et la permanence substantielle. Elle ne peut dès lors se comprendre que par une genèse qui passe par les stades de l'impression, la sensation, le champ sensoriel et l'objet fantôme. Corrélativement, nous avons sur le plan noétique, en dehors du pur présent, les intentionnalités immanentes de la rétention et de la protension, et la première intentionnalité transcendante comme perception du fantôme. Si remarquable que soient ces résultats, la lecture du texte de Husserl n'en laisse pas moins une impression profondément décevante, et un exposé historique en serait désastreux. La minutie apparente du détail ne fait que souligner l'absence complète de motivation et de détermination effective, et si la phénoménologie atteint ici les limites ultimes de l'analyse vécue, ces limites mêmes imposent l'exigence d'un dépassement. Or, si l'on se retourne vers les résultats positifs des recherches expérimentales, on constate une convergence étonnante et qui permet du même coup de combler les insuffisances de la description husserlienne. Celle-ci perd par là même sa forme idéaliste pour s'absorber comme un moment abstrait dans la dialectique matérialiste. Ainsi, si nous prenons la distinction phénoménologique fondamentale entre le fantôme et la chose, le premier se définissant comme une simple extériorité sensible, la seconde impliquant un sens de permanence qui lui permet d'être saisie comme existante, même en dehors du champ actuel de la perception, nous voyons qu'il s'agit de toute évidence des stades décrits par Piaget dans le développement sensorimoteur du nourrisson à 5 et 9 mois. En effet, à 5 mois apparaît l'acte de préhension qui révèle pour la première fois la perception d'un objet comme extérieur. Cependant, cette extériorité n'implique encore aucune permanence substantielle, puisque l'enfant est incapable de reprendre un hocher qu'on vient de mettre sous son oreiller, ce qui suppose que l'objet n'est pour lui qu'un fantôme, qui n'existe qu'en tant qu'effectivement présent. Le problème est résolu à 9 mois, âge auquel l'objet perçu a pris le sens d'une chose permanente, que l'enfant n'hésite pas à chercher derrière l'écran. D'un autre côté, si nous nous reportons à l'évolution du comportement animal, nous pouvons constater l'apparition de la structure de l'appréhension ou appréhension dans l'acte de happer chez les poissons. Les comportements du détour et de la manipulation qui correspondent à la perception de la chose se présentent au niveau des mammifères. Nous pouvons donc tenir pour établie la séquence suivante. L'appréhension mène au détour, l'appréhension se dirige vers la perception de choses, perception de fantômes, perception de choses, où l'on voit sous peine que la structure du comportement réel au stade qui précède définit le contenu intentionnel de l'acte vécu au stade qui suit. En effet, percevoir un objet comme chose permanente, c'est l'appréhender en un mouvement esquissé et immédiatement réprimé, vécu comme un mouvement idéal par lequel je le tiens en ma conscience, de sorte qu'il garde pour moi son sens d'existence en passant derrière l'écran. Or, le décalage qui s'opère de l'acte réel au sens vécu peut se vérifier dans toute sa généralité par une analyse méthodique. Ainsi, le sens d'extériorité qui définit la perception du fantôme se constitue manifestement en un mouvement de locomotion esquissé et immédiatement réprimé par lequel j'atteins idéalement l'objet extérieur. Or, la forme de la locomotion caractérise précisément le comportement réel du stade qui précède immédiatement celui de l'appréhension. Elle apparaît dans la série animale avec les vers et dans le développement de l'enfant au début du deuxième mois, quand l'enfant commence à porter son pouce à la bouche et à diriger ses yeux vers la lumière. Sur le plan de la conscience, l'acte de locomotion correspond évidemment à des orientations vécues dans le champ sensoriel. Or, précisément,
Celui-ci apparaît dans la série phénoménologique immédiatement avant la perception du fantôme. Nous avons donc une nouvelle séquence. La locomotion mène à l'appréhension et la locomotion se dirige vers la perception de fantômes. Le champ sensoriel se porte vers la perception de fantômes. Si nous remontons encore plus haut, nous avons le stade du déplacement réflexe tel qu'il se présente dans la phylogenèse chez les coléanthérés et dans l'ontogenèse chez le nouveau-né et qui correspond assez évidemment à la pure sensation comme telle. Or, l'on voit aisément que le contenu intentionnel des orientations du champ sensoriel ne peut se définir autrement que comme un ensemble de déplacements esquissés et immédiatement réprimés. Le déplacement mène à la locomotion et le déplacement se porte vers un champ sensoriel. La sensation mène au champ sensoriel. Un problème plus délicat se pose pour la sensation. Elle est précédée en effet dans la série phénoménologique par l'impression sensorielle, qui correspond dans la série réelle à la forme élémentaire de la contraction telle qu'on l'observe chez les spongiaires. Or, le passage de l'impression à la sensation ne comporte à proprement parler aucune différence de contenu, car la sensation n'est précisément qu'une impression qui dure. La différence ne tient donc qu'à la stabilisation des impressions dans la cellule neurosensorielle. Dans les deux cas, il s'agit d'un mouvement esquissé et réprimé d'attraction ou de répulsion, ce qui nous renvoie à la structure originaire du comportement chez les protristes. Ainsi, à condition d'opérer un décalage systématique, il est possible de faire coïncider en toute rigueur la série phénoménologique de la série réelle, les formes intentionnelles de chaque stade s'identifiant avec les formes réelles du stade précédent. Le sens vécu de la conscience n'enveloppe rien de plus que le mouvement abstrait des structures dépassées dans l'évolution du comportement. En d'autres termes, la conscience est le mouvement des conduites différées, ce qui nous renvoie aux circuits différés dans le trajet de l'influx nerveux. En effet, la structure du système nerveux résultant de l'ensemble de l'évolution reproduit les différents stades que nous venons d'esquisser. La hiérarchie des centres chez les animaux supérieurs, corde spinale, tronc et cervelet, système optostrié, cortex, correspond bien à la série génétique du comportement. Déplacement réflexe, locomotion ou orientation, automatisme affectif, appréhension, activité volontaire, détour et manipulation. Or, l'on sait qu'à chaque niveau, le centre inférieur est inhibé par le centre supérieur, ce qui vérifie la définition de la conscience comme comportement esquissé et réprimé. Ainsi, la subjectivité n'est que l'aspect formel du processus dialectique réel, où chaque structure nouvelle réprime celle qui la précède et l'absorbe dans l'intériorité vécue. Il ne reste donc plus qu'à reprendre l'ensemble du développement. La genèse réelle de la conscience, où se démontre sa nature matérielle, permettra d'expliciter de manière décisive le fondement authentique de sa valeur de vérité. Paragraphe 3. Le mouvement du sens intime. Les premières formes de la vie, telles qu'elles surgissent dans l'évolution de la matière, n'impliquent encore évidemment aucune conscience. Les comportements qui apparaissent chez les organismes unicellulaires ou protistes résultent directement du jeu des processus physiologiques et se définissent simplement comme attraction et répulsion. Le concept général de l'attraction et de la répulsion appartient bien par sa forme au comportement, puisqu'il implique la considération de la cellule vivante comme un tout, mais l'on ne peut encore y trouver aucun contenu effectif qui dépasse la notion biologique de l'irritabilité. Mais la constitution des premières agglomérations de cellules amorce un développement nouveau. La composition des réactions élémentaires d'attraction et de répulsion produit des mouvements d'ensemble où les premières sont absorbées. Soumise au mouvement des vagues, la colonie fixée au rocher se constitue en une forme d'équilibre dont la rupture en cas de circonstances anormales, par exemple quand l'agitation des flots s'arrête, produit le mouvement de la contraction. Celle-ci définit la fonction musculaire qui apparaît pour la première fois chez les spongiaires. Les éponges sont des agglomérations de cellules encore relativement autonomes, formant une sorte de sac fixé par la base au rocher et s'ouvrant à l'extrémité opposée par l'oscule. L'ensemble est capable de contractions qui aboutissent parfois à oblitérer la cavité intérieure, périée. Mais la réaction se produit plus particulièrement au niveau de l'oscule, où apparaît une première ébauche de fibres musculaires. Dans un tel mouvement, l'irritabilité originelle des cellules élémentaires prend la forme d'un processus de transmission où se définit la fonction nerveuse.
Bien que les éponges ne possèdent pas de tissu nerveux, on a mis en évidence un phénomène de transmission neuroïde en provoquant la fermeture de l'oscule par une blessure éloignée de plusieurs centimètres. La fonction nerveuse apparaît ainsi comme la forme secondaire du comportement. Les réactions originelles d'attraction et de répulsion propres aux cellules épithéliales sont inhibées par la contraction de l'oscule et se trouvent ainsi réduites au mouvement de la transmission. Ainsi, la colonie de protistes a évolué en une totalité organique qui réagit par son comportement propre aux excitations externes. L'impression sensorielle, comme forme originaire du vécu, n'implique aucun mystère transcendant. Elle n'est que l'irritabilité de l'élément cellulaire, absorbée et réprimée dans la réaction de l'organisme total. L'impression, comme pur choc vécu dans l'instant, n'implique encore aucune durée proprement dite. Le sujet n'est à ce stade originel que ce pur présent vivant et évanescent. On remarquera cependant que même à ce niveau, la conscience se définit dans son contenu effectivement réel comme un mode de l'activité. L'impression n'est pas une donnée extérieure, mais une réaction réprimée. La transmission neuroïde n'est pas un transfert passif de l'excitation, mais un mouvement propre à la cellule vivante, résultant de son irritabilité. L'impression, comme un mouvement réprimé d'attraction ou de répulsion, comporte un sens défini précisément par cette attraction ou cette répulsion même. Mais ce sens n'est vécu que dans l'instant présent, il n'est pas encore effectivement possédé comme sensation. Le passage de la sensation se fait par l'exercice du mouvement musculaire, où se développe la transmission neuroïde, le comportement s'organisant autour de la cavité digestive, où se concentre l'activité du vivant, les voies de transmission se stabilisent en des éléments particuliers, où se différencie le tissu nerveux. Dans la cellule neurosensorielle, les réactions élémentaires d'attraction ou de répulsion qui naissent au niveau épithélial prennent une forme spécifique et s'absorbent ainsi dans le mouvement total, non plus comme de simples impressions instantanées, mais comme des unités de sens. Pendant que s'exerce l'excitation et que s'accomplit la réponse musculaire, les pulsations nerveuses s'accumulent, réprimées et intériorisées sous la forme d'une suite d'impressions qui se maintiennent avec leur sens encore présent d'attraction ou de répulsion. Dans cette rétention se constitue la sensation attrayante ou répugnante, comme un vécu qui dure, identique à lui-même, et s'enfonce progressivement dans le passé immanent. À ce stade, la forme du comportement ne se définit encore que par l'unité intérieure de l'organisme comme activité réflexe. Mais le développement effectif du réflexe amène immédiatement le sujet à se dépasser objectivement lui-même dans l'acte du déplacement. Les changements de position que l'on voit chez les protistes n'étaient que des conséquences mécaniques des réactions élémentaires d'attraction et de répulsion. Ils n'avaient pas la forme du déplacement. Celle-ci se définit par une structure dialectique plus élevée, où l'attraction et la répulsion sont réprimées, aussitôt qu'esquissées, maintenues à l'état naissant, comme supprimées, conservées, dépassées. Tel est le mouvement qui se réalise chez les colantérés, où l'on voit apparaître avec le réseau nerveux les premiers actes réflexes. Absorption de la nourriture par les mouvements coordonnés des tentacules et de la bouche, déplacement par reptation, polype, ou saut saccadé, méduse. On observe également les premières acquisitions de rythme en relation avec la périodicité des phénomènes externes et qui révèlent la présence d'un temps intérieur. Ainsi, les anémones de mer fixées sur les roches élevées se referment un peu avant la marée descendante et échappent à la dessiccation en retenant l'eau dans leur cavité, Pierron. Il n'y a pas lieu encore évidemment de parler de réflexe conditionné, le conditionnement au sens strict impliquant une organisation beaucoup plus complexe et à laquelle nous n'arriverons qu'avec les vers. Nous n'avons pas ici la constitution d'un stimulus nouveau, mais simplement la formation d'un rythme interne fondé sur la rétention du passé immanent. Avec les éponges et les colantérés, auxquels les anciens donnaient le nom évocateur de zoophytes, plantes animales, la vie végétative s'est élevée à l'animalité, comme conscience sensorielle et vie de relation. Mais le vécu ne se présente encore que comme pure sensation donnée. Bien que l'acte du déplacement implique un dépassement du donné comme tel, ce dépassement n'existe que dans la réalité objective du comportement. Il ne s'est pas réfléchi dans la conscience. Les mouvements réels du sujet sont objectivement orientés
par la sensation présente en lui. Mais cette orientation n'est pas vécue comme telle et le sujet n'a pas conscience de la direction dans laquelle il se meut. Mais le contenu effectif de ces mouvements se développe dans une dialectique nouvelle, comme dialectique de l'expérience. Le sujet fait l'expérience du milieu dans lequel il se déplace. La structure réelle de ces déplacements, qui n'est tout d'abord déterminée que par les rapports matériels de l'organisme avec le milieu, et échappe ainsi nécessairement à la conscience, se reproduit dans l'organisme au niveau des commandes nerveuses sous la forme d'une disposition à se déplacer précisément d'une certaine manière qui lui est devenue habituelle. En d'autres termes, les déplacements s'associent progressivement avec les sensations correspondant aux excitations externes, notamment les excitations lumineuses, dont l'action provoque déjà chez les méduses la formation de taches oculaires. Le mouvement se constitue alors en une formation nouvelle, celle de la locomotion, que l'on peut définir dans un déplacement qui se réalise parmi plusieurs autres déjà esquissés et les arrête par son accomplissement même. Les esquisses ainsi réprimées sont vécues sous la forme d'une protension où le sujet a conscience d'anticiper sur son avenir immanent. Dès lors, la sensation n'apparaît plus comme une simple unité de durée donnée dans la rétention. Elle s'insère dans l'horizon dessiné par l'intentionnalité de la protension et se présente comme un moment du champ sensoriel où s'annonce l'ensemble des déplacements réprimés et vécus comme pratiquement possibles. Ainsi, le milieu extérieur s'est intériorisé en un milieu vécu où le sujet se dirige. Tel est le mouvement qui se réalise avec les vers, où le développement de la locomotion se traduit sur le plan somatique par l'opposition de l'antérieur et du postérieur et la symétrie bilatérale. Le réseau nerveux, qui commandait les déplacements des côles enterrés, se maintient encore sous la couche épithéliale, mais simplement comme une formation dépassée, ces influx s'absorbant dans le système nerveux central, cordons longitudinaux et ganglions cérébroïdes qui assurent les mouvements plus complexes de la locomotion. Celle-ci se présente bien ainsi comme le résultat de l'expérience du déplacement résumé dans le passage des influx du réseau nerveux au système central. Sur la face antérodorsale, plus exposée aux excitations, se développent les organes sensoriels, les yeux et statocystes, dont les impressions se projettent sur les ganglions cérébroïdes où se concentre la direction du mouvement. Ainsi, les données sensorielles ne sont plus simplement senties comme attrayantes ou répugnantes. Elles s'absorbent dans l'horizon des déplacements possibles et se constituent à un champ sensoriel dont chaque moment implique une valeur vécue pour la locomotion. Une telle valeur définit le sens du besoin et de la tendance. Ainsi, le ver de terre recherche les endroits humides et obscurs. Au niveau précédent, l'affectivité ne consistait qu'en la sensation elle-même, dont le sens d'attraction ou de répulsion était immédiatement vécu comme plaisir ou douleur. Avec l'intentionnalité de la protension où se dessine le champ sensible, le plaisir et la douleur se dépassent eux-mêmes pour se constituer en valeur du champ. La lumière apparaît au vert comme une valeur négative et l'humidité comme une direction privilégiée dans l'ambiance où il se meut. C'est également ce dépassement vécu qui fonde la possibilité du conditionnement au sens strict, le fait général de l'apprentissage comme disposition du vivant à répéter ses mouvements antérieurs est une propriété essentielle que l'on peut vérifier dès le niveau des protistes. Mais elle n'a pas en tant que telle de signification pour le sujet, bien qu'elle fonde précisément la dialectique du comportement où s'engendre la vie subjective. Le conditionnement proprement dit, comme l'a montré Pavlov, suppose déjà constituer un système de réflexes. L'acte réflexe comportant déjà une orientation objective. L'acquisition du réflexe conditionné dans l'expérience individuelle se réalise sur le fondement d'un horizon d'orientation possible. En un mot, il ne s'agit pas d'une simple association mécanique de sensations isolées, mais de la formation dans le champ sensoriel d'une direction présentant une signification particulière pour le sujet. Ainsi, quand un ver de terre apprend dans un labyrinthe à éviter un couloir où il s'est heurté un certain nombre de fois à une grille électrique, on ne saurait parler d'une simple répétition du comportement antérieur. Le ver ne reproduit pas sa réaction originelle au choc électrique. Il évite une certaine direction qui lui apparaît comme une valeur négative dans le champ.